Les podcasts du Figaro. Mon métier est essentiel aujourd'hui à la société. L'agriculture, c'est un pilier de la société. Mais comme l'éducation, comme la sécurité, comme la santé, voilà. C'est des piliers de la société aujourd'hui. Et je pense qu'on l'a oublié. Et le pire, moi, c'est ça qui me met hors de moi, c'est qu'on va importer de la nourriture de l'étranger qui respecte même pas les normes que nous, on a aujourd'hui en France. Et j'ai l'impression que les gens, ils s'en foutent. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, si vous avez l'habitude de nous suivre, vous savez que nous recevons des femmes et des hommes qui nous aident à voir plus loin. Alors cette semaine, j'ai eu envie de me demander, c'est quoi un agriculteur engagé ? Alors direction la Sarthe, pour rencontrer un agriculteur bien dans ses bottes, raccord avec son époque, un agriculteur qui porte de la voix sur les réseaux. Dans ses vidéos YouTube, il répond aux idées reçues sur l'agriculture, parle de son quotidien avec humour et conviction. Nous sommes à Virey-en-Champagne, au cœur de la Sarthe, chez Étienne Fourmont. Bonjour Étienne. Bonjour Aude. Étienne, vous avez 43 ans, Oui. Vous avez 120 vaches Oui. et 100 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. 130 000 même. Ça vous va comme portrait ? C'est plutôt réaliste. Alors Étienne, on va commencer par parler de votre parcours. Vous êtes, si j'ai bien compris, la 5e génération d'agriculteurs. Comment était votre enfance ici ? Une enfance à la ferme, on va dire, comme tous les fils et les filles d'agriculteurs, je pense. On alternait entre un peu l'école, le boulot à la ferme, les jeux à la ferme avec les copains ou les cousins qui venaient. Une enfance, voilà, très, très heureuse. Très heureux d'être ici, quoi. Vous êtes toujours dit que vous seriez agriculteur ou est-ce que vous vous souvenez exactement du moment où vous vous êtes dit « je vais reprendre la ferme, je serai comme mon père » ? Non, ça va être très, très banal ce que je vais dire, mais je me suis jamais dit ouais, depuis tout petit je serai agriculteur, voilà. Et puis c'est plutôt qu'il a fallu choisir une orientation après le collège, et je me suis dit bon allez, je vais faire un lycée agricole, on verra bien ce que ça va donner. J'ai fait mon lycée agricole, BEPA, bac pro, j'ai eu mon bac pro, j'ai continué avec un BTS, production animale. Je me suis mis dedans et j'ai aimé ça, donc j'ai continué. Et vous êtes installé en 2006. Ouais, exactement. C'est ça. Donc depuis, vous avez agrandi la ferme. Comment ça s'est déroulé les premières années d'installation ? Je me suis installé en société avec mes parents, parce que mes parents étaient encore là, ils n'étaient pas encore à la retraite. Maintenant ils sont à la retraite, mais là, mais quand je me suis installé en 2006, ils étaient encore là. Donc j'ai pris les parts dans la société, et puis j'ai bossé avec eux pendant une bonne dizaine d'années, quasiment 10-12 ans facile. Et puis on a continué la ferme comme ça. Quand je me suis installé, on faisait à peu près 600 000 litres de lait à l'année. On avait 90 hectares, comme j'ai aujourd'hui. C'est depuis 3 ans que là vraiment j'ai eu l'opportunité en fait de m'associer avec un autre éleveur et donc de pouvoir faire un peu plus de lait. J'ai quasiment doublé puisque je suis passé à quasiment 1 200 000 litres de lait maintenant. Donc j'ai un peu agrandi les bâtiments depuis 3 ans. Là j'ai un peu agrandi, j'ai poussé les murs, j'ai agrandi les bâtiments. Mais très heureux parce que c'est mon projet à moi. Voilà, moi j'ai toujours travaillé avec mes parents. La ferme, je suis arrivé, voilà, mes parents l'avaient façonnée. Et maintenant, moi depuis 3-4 ans, c'est moi qui la façonne et qui la ragrandit et qui développe l'activité. Qu'est-ce qui a changé dans le métier des années 2025 par rapport à la ferme de votre père ? Ça n'a plus rien à voir. Moi, j'ai connu vraiment la révolution numérique en agricole. Voilà. On est en plein dedans. Alors, on n'imagine pas tellement l'IA dans l'agriculture, ouais, et pourtant... Et pourtant, si, énormément. Pas forcément l'IA, mais aussi tout ce qui est robotique, surtout beaucoup, qui vont nous aider à prendre tout ce qui est aide d'outils à la décision, ce qu'on appelait AOD, qui vont nous aider à bien semer, à bien soigner les animaux, à être plus performants, à être moins impactants sur l'environnement. Vous pouvez nous donner un exemple concret, par exemple la traite des vaches, par exemple les robots de traite. Mes parents ont investi en 1999 sur les premiers robots de traite, donc les premiers en France, vraiment, ça a démarré fin des années 90 en France. Donc ils ont investi dans un robot de traite, donc c'est-à-dire qu'en gros, on fait la traite le matin et le soir, ce qu'on connaît, classique. Là, j'ai des robots de traite, c'est-à-dire que c'est des robots qui vont traire les vaches H24, 7 jours sur 7. En gros, la vache se fait traire quand elle veut. Elle rentre dans un box, il y a un bras robotisé qui vient en dessous, scanner la mamelle, la brancher, traire le lait, comme une traite classique, par contre, c'est vraiment très classique. Ça dure on va dire entre 5 et 7 minutes. Et après, une fois que c'est fini, la vache ressort et retourne avec. Donc elles savent où c'est et elles attendent leur tour ? Elles y vont quand elles veulent, elles attendent leur tour, elles rentrent, elles se font traire, elles ressortent, elles vivent leur vie, voilà. Elles ont des colliers connectés. Bon, évidemment, moi je collecte énormément de données sur un ordinateur. Je collecte beaucoup des milliers, c'est même des dizaines de milliers de données que je collecte tous les jours. Et grâce à ça, ça m'aide à être aussi beaucoup plus réactif sur une vache qui aurait un problème, par exemple. Avant de le voir à l'œil, j'ai envie de dire, j'ai des indicateurs qui me disent « Ah, celle-là, elle a moins ruminé, elle a moins bougé,
En température, elle a diminué, elle a fait moins de lait. Et donc, je sais qu'il y a un problème. Ou alors, elle bouge un peu plus, donc elle est en chaleur. Et s'il y a un problème, par exemple, dans le robot, vous êtes appelé sur votre téléphone? Comment Voilà. ça se passe? Si le robot il tombe en panne, s'il bloque, s'il y a une vache qui donne un coup de pied et qui casse un truc, ça reste des animaux avec de la robotique, donc c'est toujours imprévisible. Eh ben, le robot m'appelle et il me dit tel numéro de panne, il faut que tu viennes réparer, soit j'appelle le technicien, parce que c'est quand même des machines qui coûtent très cher, qui sont beaucoup d'électronique, beaucoup de robotique, beaucoup d'électrique. Donc j'ai pas le niveau pour les réparer moi. Ou bricoler un peu, je vais y arriver, mais quand c'est vraiment très technique, informatique, j'appelle le technicien qui lui va venir réparer le robot de traite. Donc tous ces outils-là m'aident à être plus performant. Et puis maintenant on a les satellites beaucoup. Les satellites vont analyser la pousse des plantes et me dire quand mettre l'engrais, quand récolter, ou la bonne période idéale pour récolter. Et en fonction de la météo, de moi aussi, mon temps de travail, est-ce que je peux le faire maintenant ou pas maintenant, et ben ça m'aide à décider de prendre des bonnes décisions. Donc voilà, bouleversement total depuis, on va dire, 10-15 ans. Vraiment, l'agriculture a vraiment beaucoup changé. Et qu'est-ce qui vous anime pour vous lever le matin? Être mon patron, vraiment. Faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Je suis avec des animaux, donc c'est quand même aussi un peu elle qui dicte la journée de travail. Mais voilà, si un jour, une après-midi, j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose, quoi. C'est vraiment ça qui m'anime, c'est d'être avec les animaux et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est vraiment ça qui me motive. Ça reste un métier très difficile parce que on est avec des animaux, donc c'est quasiment du 7 jours sur 7, 24 sur 24, hein, les animaux. Quand il y a une vache qui est malade, quand il y a un veau qui est pas bien, quand il y a une vache qui se blesse, quelque chose qui se casse, il faut y aller tout de suite. Donc ça reste un métier ultra prenant. Donc il faut être bien conscient que les vacances, les week-ends, on peut en prendre, mais on décroche jamais vraiment, quoi. On vit sur nos lieux de travail aussi, donc c'est très pratique, mais on a toujours la tête dedans aussi. On travaille avec les saisons. Donc quand il fait beau et chaud, c'est sympa. Quand il neige ou qu'il pleuve ou qu'il y a beaucoup de vent et qu'il fait très froid, c'est un peu moins sympa. On a aussi une pression sociétale qui est très forte aujourd'hui, beaucoup plus qu'à l'époque de mes parents. Pression sociétale, pression environnementale, fiscale, administrative. Voilà, pression administrative qui est très forte aussi, beaucoup plus qu'à l'époque de mes parents. Il faut qu'on fasse aussi avec ça. Après, on sait quand on commence que c'est un métier pas normal. On sait que ça va être un métier qui va être très prenant. Et si on le fait bien, on peut aussi gagner sa vie correctement, hein. Il y a des années qui sont plus difficiles que d'autres, mais on y arrive aussi, quoi. Et alors, comme vous aimez les défis, on va passer à la deuxième partie de notre entretien, qui est votre sorte de deuxième métier, activité. C'est votre activité de youtubeur. Voilà. Alors, comme je le disais au début, vous avez 130 000 abonnés sur YouTube. Quand est-ce que vous avez commencé à faire des vidéos et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire des vidéos? Alors, j'ai fait beaucoup de syndicalisme. Dès que je me suis installé en 2006, je me suis engagé chez les jeunes agriculteurs. Donc j'ai pris des responsabilités au niveau du département, plutôt sur le dossier lait, parce qu'il y a des spécialités à chaque fois, dossier lait, dossier viande, volaille, culture, voilà. Quand on est agriculteur, on a été formé à produire, donc du lait, de la viande, des céréales. On n'a jamais été formé à vendre. Voilà, ça c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec ça, dans le sens où je me dis, ouais, je produis, mais très bien, mais après, mon revenu, c'est aussi la vente. Et donc le seul moyen à l'époque, c'est de s'engager dans le syndicalisme. Et là, on allait négocier avec les entreprises, on allait négocier avec le gouvernement au niveau des normes environnementales, des normes sociétales. Et à un moment donné, au JA, on nous a dit, écoutez, alors c'était il y a 10 ans de ça, on nous a dit, Twitter, c'est un réseau important pour les politiques et les médias. Et ça serait bien que vous y allez un petit peu pour, voilà. Et donc j'étais sur Twitter. En 2013-2014, j'étais sur Twitter et j'ai commencé un peu à tweeter sur les revendications syndicales, les manifs, les actions qu'on faisait avec les JA. Voilà, j'ai commencé un peu comme ça. Et je me suis rendu compte, en étant sur Twitter, qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient d'agriculture, mais qui connaissaient absolument rien au sujet, notamment des politiques, beaucoup, et puis des associations un peu environnementales aussi. Et donc, j'ai commencé en fait à leur répondre. Et à leur dire, mais non, on travaille pas comme ça, on fait comme si les vaches, c'est un veau par an, il faut qu'elles mangent des fourrages pour avoir du lait. Voilà. Et je répondais aux gens qui posaient des questions, qui me demandaient, ah ouais, mais d'accord, alors une vache, comment elle a du lait, comment tu les élèves, comment tu produis la nourriture de tes vaches, tout ça. Et donc j'ai répondu, et les gens se sont intéressés, donc se sont abonnés, j'ai vu que ça prenait bien. Le problème de Twitter, donc X aujourd'hui, moi quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, c'était vraiment une phrase. Voilà. Et c'est vrai que expliquer l'agriculture avec une phrase, on était vite limité. Donc, je me suis dit, j'ai toujours adoré la photo, la vidéo. C'est toujours un truc qui m'a plu aussi vraiment beaucoup à côté de ça. Quand on partait en vacances avec des potes, c'est moi qui faisais la vidéo des vacances. J'ai acheté très vite un caméscope quand j'étais jeune. Et donc, je me suis dit, vers 2017-2018, je voyais déjà des agriculteurs sur YouTube, mais des agriculteurs qui étaient céréaliers principalement. Donc, qui parlaient des tracteurs. Voilà, on voyait beaucoup de vidéos sur les tracteurs. Et je me suis dit, merde, c'est quand même dommage qu'on ne voit pas d'élevage aussi. Et la société, je trouvais qu'elle était demandeuse aussi de savoir comment nous on travaillait. Et donc je me suis dit, allez hop, je prends mon caméscope, je prends mon téléphone et je commençais un peu à filmer et monter un peu et mettre sur YouTube.
Et c'est comme ça que j'ai commencé, voilà, à montrer un peu sur YouTube, à expliquer sur YouTube. Et j'ai vu que ça marchait bien aussi. J'ai vu que les gens posaient des questions, les gens regardaient, les gens s'abonnaient aussi. Donc voilà, comment j'ai commencé un peu à montrer le métier. Les thématiques que vous traitez, c'est la réponse aux idées reçues, c'est votre quotidien, c'est... J'ai vraiment commencé par les idées reçues. En élevage, l'insémination. Les veaux qu'on sépare de leur mère. Voilà, les veaux qu'on sépare de leur mère. Qu'est-ce que mangent les vaches? Parce que voilà, on avait beaucoup le truc du soja. On apporte du soja brésilien et les vaches, elles mangent que ça, voilà. Les antibiotiques. Alors, il faut dire que non. Alors, évidemment que non. Évidemment que non. Les vaches mangent très très peu de soja. La nourriture de la vache, c'est un ruminant, donc elle a besoin de fourrage, donc d'herbes, de maïs, de luzerne, de légumineuses pour faire du lait et un petit peu de protéines qui va représenter 2%, 3% de la ration de la vache. On en faisait toute une montagne. Et donc, j'ai commencé un peu comme ça. Vraiment, j'ai démarré à casser un peu les idées reçues. Au fil du temps, ça s'est plus orienté sur du vlog, de vie ma vie un peu à la ferme, où je prenais ma GoPro avec moi le matin, et puis après le soir ou le week-end, je fais le montage, et puis après je diffuse sur ma chaîne YouTube. Quelles sont les vidéos qui ont le mieux marché? Alors les thématiques qui marchent le mieux, on est sur les réseaux sociaux, donc les thématiques qui marchent le mieux, c'est les trucs un peu sensationnels. L'équarrissage, donc c'est-à-dire que voilà, il y a des animaux qui meurent à la ferme, parce que c'est des animaux, c'est le vivant, et le vivant va avec la mort, ça va ensemble, on n'y peut rien. Et donc quand un animal se blesse, ou quand un animal a une maladie et qu'elle meurt à la ferme, une entreprise spécialisée vient la chercher. On ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment. Donc, elle vient la chercher et après, ça part dans des usines où c'est cuit. Et donc, moi, je montre tout ça dans la vidéo, en fait, quoi. Il y a des vidéos assez visuelles où vous accélérez, vous avez filmé avec un drone. J'adore filmer, mais ce que je préfère plus, à la limite, c'est le montage. C'est mon loisir, voilà. Faire du montage vidéo, c'est mon loisir. Intégrer des gifs, des mèmes, des trucs drôles et tout, des sons, de la musique et tout. Et je monte tout ça, c'est vraiment mon loisir. Vous faites aussi des vidéos hypnotiques avec un montage particulier. C'est des vidéos en accéléré, ça marche très bien sur les réseaux sociaux. On voit la batteuse du ciel qui tourne dans le champ pour récolter le maïs. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de vidéo qui marche très très bien. Parce que c'est universel dans le sens où il y a pas de, on parle pas dans la vidéo. C'est une vidéo qui a fait plusieurs millions de vues sur un short YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. En cumulé, je dois être à 7 ou 8 millions de vues. C'est une batteuse qui tourne dans le champ, en fait, tout simplement. Ça dure 1 ou 2 minutes, je crois. Et parce que c'est complètement hypnotique, on est hypnotisé par... Voilà, c'est ça, c'est le genre de vidéo qui marche bien. Les vidéos très courtes de 60 secondes, ça marche très très fort sur les réseaux. S'il n'y a pas de parole, ça marche encore mieux parce que tout le monde peut la regarder, tout le monde la comprend, en fait. Et je suis content parce que, en fait, ça m'a amené beaucoup aussi d'abonnés. Et donc, ces gens qui s'abonnent découvrent après la suite de la chaîne, la suite des réseaux sociaux. Parce que ce qui est important aussi pour vous, c'est quand même de montrer votre quotidien, de démonter les idées reçues. Donc il faut alterner, j'imagine, ce type de vidéo. Ça vous prend combien de temps par semaine ou par... Vous faites une vidéo tous les 15 jours? J'essaie de faire une vidéo tous les 15 jours, 3 semaines. Alors avant, j'en faisais une par semaine. Depuis que j'ai beaucoup augmenté, enfin depuis que j'ai agrandi la ferme il y a 2-3 ans, je suis plus sur une vidéo tous les 15 jours, 3 semaines. J'aimerais bien retrouver un rythme d'une par semaine parce que j'adore ça. Et je compte à peu près 2 à 3 heures par jour de réseaux sociaux, minimum. Et montage, moi je dis montage, une vidéo qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, il faut bien compter 5-6 heures de montage. Donc ça demande du temps, que je fais en général le soir ou le week-end. Très souvent, je sors les vidéos le dimanche matin. C'est le créneau que j'ai choisi et c'est le créneau qui marche le mieux sur YouTube. Et très très souvent, je commence à monter à 20h le samedi soir pour finir à 3-4 heures du matin et la sortir le dimanche matin. Je fais tout au dernier moment. Et donc la vidéo YouTube, c'est vrai que en règle générale, je la monte pour la sortir 2-3 heures après, quoi. Voilà. Et alors par ailleurs, vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle Peace and Food aux éditions Hugo Doc. Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce livre? Soit je vous fais une réponse classique, soit je vous fais une réponse réelle. La réponse réelle, c'est que c'est Hugo Doc qui m'a contacté, qui voyait ce que je fais sur les réseaux sociaux et qui m'a dit ça serait cool d'en faire un livre aussi. Alors moi, je suis pas un grand lecteur. Je lis un petit peu, mais je suis pas un grand lecteur. Je suis pas un grand écrivain du tout. Et donc je leur ai dit, non, honnêtement, moi, écrire un livre, je saurais pas faire, quoi. J'écris des posts sur Twitter, ça j'y arrive, à écrire 2 phrases, je me l'énerve pas trop mal. Mais écrire 200 pages, non, j'y arriverai pas, quoi. Mais ils m'ont dit, non, vous inquiétez pas, on va vous accompagner. Donc j'ai une autrice qui m'a accompagné sur l'écriture du livre, avec qui maintenant j'ai sympathisé et qu'on discute régulièrement ensemble maintenant. Et donc elle m'a aidé à écrire le livre. On a passé 6 mois quasiment, enfin 5-6 mois où on faisait des entretiens, voilà. Où on a essayé de partir sur un peu ce que je faisais sur les vidéos, c'est-à-dire casser les idées reçues sur l'agricole, voilà. C'était vraiment ça le but du livre. On casse les idées reçues qu'on a dans le monde agricole. Je trouve ça super bien aussi parce que au final, c'est un autre support de communication. Moi, c'est les réseaux sociaux, voilà, que j'utilise beaucoup. Et je me suis dit, un livre, c'est aussi l'occasion de toucher peut-être un autre public, voilà, qui n'aurait pas forcément l'idée de regarder des vidéos sur Twitter ou sur YouTube. Et le livre, ça permet d'avoir un autre public aussi. Et alors, quand on arrive à la ferme, on voit une grande banderole, un grand mur. Peace and Food, racontez-nous l'histoire de de ce tag. Alors, le réveillon du 31 décembre, donc de la nuit du 31 décembre 2019 à 2020, j'ai des activistes antispécistes qui sont venus sur la ferme. Des anti-élevages, quoi, en gros, quoi.
qui sont venus taguer donc sur ce grand mur-là, qui est un mur de silos. Donc les silos, c'est où on stocke le fourrage pour les vaches. Voilà, c'est un grand mur en béton qui fait 2 mètres de haut sur 35 de long. Et ils ont écrit dessus 2020, abolition de l'élevage. Et chez mon voisin, ils sont venus, ils ont fait la même chose. Et en plus, chez lui, ils ont fait de la casse dans sa porcherie, parce qu'il a une porcherie. Et ils ont fait de la casse, vraiment, c'est dégueulasse. Et le matin, le 1er janvier 2020, je fais mon boulot et tout. Et puis d'un coup, je passe devant le mur, et puis je vois ce tag 2020, abolition de l'élevage. Et puis j'ai mon voisin qui m'appelle, qui me dit voilà, il s'est passé un truc cette nuit chez moi, est-ce que tu as vu quelque chose toi ? Je dis bah ouais, moi aussi j'ai un tag sur le mur de la ferme là. Et il me dit bah moi ils sont venus, ils ont cassé des trucs, ils ont tagué aussi dans la porcherie et tout, donc police, voilà, on porte plainte. La police les a retrouvés, donc procès. Et ce mur-là, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, que je m'étais fait une nuit agressé, voilà, parce que ça reste une agression. Hein. Et j'ai été contacté par Les Omnivores, qui est une association de défense de la bouffe, du bien manger français, on va dire quoi. C'est une association bretonne, maintenant c'est national. Et qui m'ont contacté, qui m'ont dit tiens, ça serait quand même pas mal que ce message-là, on l'efface et on t'aide à financer une grande fresque. Un message un peu d'espoir. Il faut qu'on recouvre ce message négatif par un message positif. Et je trouvais l'idée géniale. Et on s'est dit, on va écrire un grand peace and food pour dire mangez ce que vous voulez. Vraiment, mangez ce que vous voulez. Mais un truc universel que tout le monde puisse comprendre, que ce soit des Français ou des étrangers. Et quand il a fallu choisir un titre pour le livre, je dis, tiens, on va l'appeler Peace and Food. Voilà, tout simplement. On va passer à la troisième partie de notre entretien, c'est votre vision de la société et de votre métier. Depuis le début de notre entretien, on parle des idées reçues autour de l'agriculture. Quelles sont celles qui vous énervent le plus ou que vous combattez le plus ? Avec l'expérience maintenant, il y en a 2. Voilà, il y a vraiment 2 idées reçues dans le monde agricole qu'on a beaucoup de mal à casser. C'est les produits phytosanitaires, donc tout ce qui est pesticides, donc qu'on pollue les sols, qu'on détruit les sols, et le bien-être animal. C'est les 2 grosses idées reçues qu'on va avoir dans le monde agricole, qui reviennent tout le temps en fait. Dans tous les débats, elles reviennent à chaque fois. Par exemple, sur le phytosanitaire, voilà, c'est sur les phytosanitaires, tuer les sols voilà, on pollue les sols, on détruit les sols. Et vous répondez quoi ? C'est très très compliqué, parce que c'est pas une réponse simple en fait. On peut pas dire non, c'est pas vrai. Il faut qu'on le montre, qu'on l'explique. Comme toute chose avec le vivant, c'est très compliqué. Et ça prend beaucoup de temps. Donc on explique tout simplement que on utilise des produits phytosanitaires pour protéger la culture, pour pouvoir nous nourrir. Parce qu'une culture, c'est pareil, c'est comme les animaux, c'est du vivant. Donc ça peut être attaqué par des champignons, par d'autres plantes, voilà, des plantes invasives, des mauvaises herbes qui vont attaquer la culture, par des insectes qui vont manger cette culture-là. Et donc si nous, on veut manger derrière, il faut voir qu'on soigne cette culture-là. Donc les phytosanitaires, nous, c'est vraiment, pour nous, c'est des médicaments pour les plantes. Ça nous permet de soigner la plante qui va être malade ou qui va être agressée par quelque chose d'extérieur. Donc on l'explique comme ça. On sait que c'est des produits qui peuvent être dangereux pour nous, mais la dose à laquelle on l'utilise, si c'est mis sur le marché, c'est que, voilà, il y a eu des études avant, ça a mis des années avant d'être mis sur le marché, que les agences sanitaires les ont testés avant de les mettre sur le marché, que nous, derrière, pareil, on utilise des doses qui sont très réglementées, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et j'explique que, voilà, comment on les utilise. J'explique aussi que on a aussi ce cliché-là qui va avec ça, qu'on est à la solde des marchands de pesticides. Voilà. Ce qui est évidemment totalement faux. Moi, je le fais en mon âme et conscience. C'est-à-dire que je sais quel produit je vais avoir besoin. C'est moi qui signe le bon de commande. C'est moi qui mets le produit. Et si je le mets, c'est parce que j'ai un intérêt de le mettre derrière. Voilà. Je le mets pas parce que je trouve ça marrant de le mettre. Je le mets parce que je veux soigner ma plante et j'ai calculé ce que ça me coûterait. Et donc, si j'utilise, c'est que je retrouve un intérêt derrière. Voilà. Je le mets pas pour le plaisir. Je le mets vraiment parce que j'en ai besoin. Et personne ne me force à le faire. Si j'en ai pas besoin, j'en mets pas. Il y a des années où on va avoir des attaques de pucerons, donc il va falloir qu'on traite. Il y a des années où on va pas avoir l'attaque de pucerons, donc on va pas le faire. On s'adapte. Voilà, en fonction de la plante, en fonction du sol, en fonction du climat, on s'adapte avec les produits phytosanitaires. Donc j'essaye d'expliquer ça. La deuxième idée reçue, vous l'évoquiez, c'est le bien-être animal. Oui. Alors on a vu vos vaches, elles n'ont pas l'air malheureuses. Non, même chose, même cliché, qu'on entre guillemets maltraiterait les animaux. Il y a un truc qui est très très simple, que maintenant je dis aussi à chaque fois, meilleures sont les conditions de vie de mes animaux, meilleures vont être mes conditions de travail, meilleur va être mon revenu. C'est-à-dire que la base, c'est les vaches. Moi, c'est les vaches. Chez l'autre, c'est le porc, chez l'autre, c'est la volaille. Et donc, si j'ai des vaches qui sont en mauvaise santé, mal nourries, maltraitées, malheureuses, elles feront pas de lait et du coup, je gagnerai pas ma vie derrière. Donc, j'ai aucun intérêt à ce que les animaux soient en mauvaise santé ou soient maltraités. C'est-à-dire, c'est même pas concevable pour moi. Après, voilà, c'est des animaux de rente. Donc, moi, c'est un métier. Donc, il faut que je gagne ma vie derrière. Donc, il faut que je gagne de l'argent. Donc, je sais très bien que voilà, c'est un métier de rente et que c'est un équilibre entre l'argent que je gagne, le bien-être animal, mon confort de travail, mon revenu à la fin. J'essaie de jongler avec ça. Mais vraiment, le bien-être animal, c'est la base.
quels sont les principaux obstacles au métier d'agriculteur ? Il y en a beaucoup en fait, et avec différents niveaux d'embêtement. Ce qui va être le plus pénalisant aujourd'hui, je pense quand même que c'est le revenu, globalement. C'est difficile d'avoir un revenu correct ou à la juste valeur du métier qu'on fait. Parce que moi j'ai un revenu correct, honnêtement, je me plains pas. Franchement, j'ai un niveau de vie qui est très correct, je suis pas malheureux, je vis très très bien. Mais ramené à l'heure de travail, c'est vrai que je sais même pas si je suis au SMIC, quoi. Mon métier est essentiel aujourd'hui à la société. L'agriculture, c'est un pilier de la société. Mais comme l'éducation, comme la sécurité, comme la santé, voilà. C'est des piliers de la société aujourd'hui. Et je pense qu'on l'a oublié. Notre société aujourd'hui, elle a oublié que de se nourrir, c'était essentiel. Elle a oublié que la sécurité alimentaire, c'est essentiel. On a aujourd'hui, quand on regarde en France, des supermarchés, des magasins à tous les coins de rue, quasiment, ou dans tous les villages. On a des boulangeries, on a des boucheries. On a l'impression que la nourriture, on fait 5 km, on en a à foison et on en aura toujours à foison. La réalité, c'est que c'est pas ça. C'est que pour produire la nourriture, c'est très compliqué. Je sais de quoi je parle. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et que si derrière, on n'a pas des gens pour produire cette nourriture-là, donc si on n'a pas des agriculteurs et des agricultrices derrière pour produire cette nourriture-là, notre sécurité alimentaire, elle est mise en péril. Ce qui commence à arriver aujourd'hui. On importe aujourd'hui de plus en plus de nourriture de l'étranger en France pour se nourrir. Parce que, entre autres, on nous a mis des normes et des règles très contraignantes qui nous empêchent de produire. Ça, on nous a, entre guillemets, sous-payés aussi. Après, c'est la loi du marché. On a aussi les normes fiscales, voilà, qui vont être très lourdes. À l'époque de mes parents, une demi-journée, une journée par semaine de bureau, c'est le grand maximum. Moi, aujourd'hui, c'est minimum 2 jours de bureau, si je veux arriver à tenir le coup. Ça aussi, pareil, j'ai pas été formé à faire ça. De remplir tous les documents, ouvrir tous les courriers, voilà, ça demande énormément d'administratif aujourd'hui d'être agriculteur. Et donc, on produit moins, et du coup, on importe de plus en plus de nourriture de l'étranger. Et le pire, moi, c'est ça qui me met hors de moi, c'est qu'on va importer de la nourriture de l'étranger qui ne respecte même pas les normes que nous, on a aujourd'hui en France. Et j'ai l'impression que les gens, ils s'en foutent. Nous, il faut que ça soit magnifique. Très fier d'être français, d'avoir un paysage magnifique, d'avoir de la nourriture magnifique. Enfin, vraiment, je suis très heureux. Mais à force de laver plus blanc que blanc, à un moment donné, on va importer la nourriture de l'étranger, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, et on va juste déplacer le problème, en fait. Et c'est complètement stupide. Vous parlez notamment de l'accord Mercosur qui met en colère beaucoup d'agriculteurs. Mais honnêtement, l'accord Mercosur, c'est même pas... c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Je veux dire, il y a tellement de choses avant à faire pour régler les problèmes, entre guillemets, que l'accord Mercosur, oui, c'est stupide l'accord Mercosur. C'est complètement débile, mais c'est pas presque ça le plus grave, quoi. Voilà. Il y a plein de choses avant qui sont très très graves, comme nous interdire d'utiliser des produits phytosanitaires qui sont autorisés en Allemagne ou en Angleterre ou en Espagne. Voilà, ça c'est complètement débile. Nous interdire de nettoyer un cours d'eau ou un fossé parce que ça va gêner le crapaud ou le castor qui est dans le coin et du coup ça va inonder. Est-ce que vous avez des moments de découragement ? Alors je suis de nature très positif, donc j'ai très peu de moments de découragement. J'en ai un petit peu quand même de temps en temps parce que c'est quand même assez dur comme métier. Mais je veux dire, c'est pas pleurer qui va solutionner le problème. Voilà, ça sert à rien de pleurer ou de se plaindre, c'est pas ça qui va solutionner le problème. Mais est-ce que vous comprenez que certains aient des moments de découragement et qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs qui sont extrêmement déprimés, qui mettent fin à leur jour ? Oui, non, mais ça, je le vis, le métier, donc je le comprends très très bien. Je sais la lourdeur que c'est comme métier et les difficultés qu'on peut avoir. Et donc j'essaye de surmonter ça, mais je suis pas meilleur qu'un autre, hein. Attention, je suis pas plus fort qu'un autre, hein, mais voilà, je le dis tout le temps et c'est vraiment un leitmotiv chez moi, c'est arrête de te plaindre, ça va pas solutionner le problème. Voilà. Donc bats-toi, essaie de faire ce que tu peux et puis peut-être que ça va s'arranger. Merci beaucoup Étienne, on en vient à la fin de notre entretien avec la question rituelle des engagés. Oui. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? J'aime bien le cinéma, alors un acteur ou une actrice. Jean Dujardin, j'adorerais. Jean Dujardin, je pense que j'adorerais. Donc voilà, donc invitez-le. Merci beaucoup Étienne Fourmont. Je rappelle que vous êtes agriculteur, agri-youtubeur. Comme le beurre. Et nous sommes à Viré-en-Champagne. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Les Engagés sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.